bien, merci de m'avoir invité pour parler de l'open data en sachant que en 1 heure, on va être obligé d'aborder l'essentiel puisque très court. On a eu l'occasion de faire des formations open data, on les fait sur 2 jours, donc résumer 2 jours en 1 heure, ça va être un peu compliqué. Donc je vais aller à l'essentiel. Je commence par cette phrase de Charles Nepot de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Enfin, à l'époque, il était Fondation Internet Nouvelle Génération quand il a dit ça. Et il disait, si tu ne t'occupes pas de la data, elle saura s'occuper de toi. À l'époque, Charles était un des organisateurs, enfin un des animateurs de la mise en œuvre des infolabs sur la France. Et, et donc, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur l'ouverture des données, puisqu'à l'époque, je travaillais donc à la métropole de Grenoble, enfin sur un projet métropole plus ville de Grenoble, un projet d'ouverture des données. Et j'adore cette phrase en fait, parce que clairement, la donnée peut nous rattraper. Il y a plusieurs moyens en fait d'aborder le sujet de l'open data. Le premier, on va dire que ce serait de le faire sur un plan juridique, à travers l'histoire de l'open data française. Il y a quelques dates clés, notamment autour de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est un peu un des fondamentaux de l'ouverture des données. C'est la première affirmation en fait, du devoir de rendre compte de ce que l'agent public fait des moyens qui lui sont conférés. Dans les dates importantes, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais on peut parler notamment de la directive européenne de 2007 qui a abouti donc sur la mise à disposition des données géographiques, qui a abouti en fait à la directive Inspire de 2008, qui disait que qui obligeait en fait les collectivités à partager les métadonnées des données géographiques qu'ils avaient à leur disposition. Donc, c'est vraiment une étape importante parce que ça a posé la question, notamment dans tous les systèmes d'information, enfin, dans tous les services qui s'occupaient de systèmes d'information géographique, d'avoir à remplir les métadonnées des jeux de données dont ils disposaient avec un set de métadonnées qui était quand même relativement conséquent. Je crois qu'on tournait autour de 140 éléments à remplir pour chaque donnée, enfin pour chaque jeu de données géographique. Donc, c'est un peu compliqué. Ensuite, les éléments clés que l'on peut retenir, enfin qui sont importants à retenir, c'est que en 2015 est apparue une obligation de mettre en open data les données des marchés publics, une obligation qui devait se faire au 1er 10 2018. Donc c'est une ordonnance de 23 juillet 2015 avec mise en application au 1er octobre 2018. Ensuite, on a eu la loi NOTRe qui a imposé qui a posé le principe de l'open data pour les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et de plus de 50 équivalents temps plein. Et qui a été suivi en 2016 par l'open data par défaut et la redevabilité des algorithmes. Cette loi en 2016, elle a eu, enfin, le décret qui a suivi cette loi obligeait en fait les collectivités à passer à l'open data par défaut à partir du 7 octobre 2018, c'est-à-dire 2 ans après l'apparition de la loi.
plus récemment, ce qui a concerné en fait, la donnée peut-être au sens plus large que l'open data, c'est le rapport Botorel qui est paru en décembre 2020 et dont on peut quand même se faire une petite synthèse pour voir, qu'est-ce qui ce qu'il y a été mis en avant en fait dans ce rapport Botorel. Hem, alors c'est vraiment une synthèse, hein. Je crois que le rapport il fait plus de 100 pages donc il y a du volume. Hem, la politique de la donnée est utile à tous, ça c'est un constat. Les enjeux sont scientifiques, sont économiques, sont démocratiques et politiques. On n'est ni fanatique ni réfractaire de l'ouverture. Donc là, c'est de se dire que peut-être que s'il y a des volontés à ce que certaines données ne puissent pas être mises en open data, peut-être qu'on peut aussi assumer cette décision-là. Que la qualité et l'accessibilité doivent être améliorées, donc ça c'est un constat. Il y a le constat que la qualité des données et leur accessibilité ne sont pas encore telles qu'on pourrait attendre qu'elles le soient. Le partage entre acteurs publics est un impératif. C'était d'ailleurs dans l'article 1 de la loi pour une république numérique. euh, le partage, ça faisait partie en fait de cet article, que si on décidait qu'on mettait en place l'open data, c'était aussi pour que les acteurs publics puissent échanger plus facilement des données entre eux. L'autre point, c'est l'accès aux données sensibles doit être sécurisé pour garantir notre indépendance. Donc là, on parle plus de sécurité. L'utilisation à grande échelle des données du secteur privé par la puissance publique est incontournable. C'est-à-dire qu'on doit être en mesure, en tant que puissance publique, de pouvoir utiliser des données du secteur privé pour pouvoir diriger les politiques territoriales. Et puis ensuite, cette politique doit être incarnée et diffusée. Ça sous-entend qu'il y a, enfin, il y a, il y a en fait un gap à franchir et que ce gap ne peut être franchi que si on prend le problème à bras le corps et qu'on fait un travail de diffusion, d'acculturation autour de la donnée. L'autre manière d'aborder ce qu'est l'open data, ça pourrait l'être par un seul chiffre, c'est 14%. 14%, c'est le pourcentage des collectivités françaises qui ont ouvert leurs données en rapport au nombre théorique de collectivités qui sont concernées par la loi pour une république numérique. Alors, ce chiffre, on l'a acquis grâce à Open Data France, alors je crois que c'était dans la mise en œuvre du dernier programme Open Data local, mais je ne suis pas sûr, peut-être que Jean-Barry pourra nous le confirmer tout à l'heure, a fait construire en fait l'observatoire de l'Open Data, qui est accessible depuis le site d'Open Data France. Et cet observatoire donc, permet de suivre quasiment en temps réel le nombre de collectivités et le nombre de jeux de données d'ailleurs qui ont été ouverts par ces collectivités. Donc on voit que on n'est pas du tout dans une vague, hein. On est à peine dans une vaguelette, on pourrait même parler peut-être que d'une onde. C'est un chiffre qui est calculé depuis 2016. Je crois que Jean-Marie a fait le calcul que si on voulait atteindre les 100% de collectivités ayant ouvert leurs données, je crois qu'on mettrait 30 ans à ce rythme-là. Il y a 4606 collectivités qui sont concernées et actuellement, alors ce qu'on peut dire, c'est que les grosses collectivités comme les régions et les départements sont ont quasiment toutes une plateforme d'ouverture de données. Par contre, il y a un travail à faire sur les petites et moyennes collectivités et du coup, c'est important d'avoir ce travail auprès de ces différentes collectivités pour arriver
à faire progresser de manière un peu plus rapide ce graphique. Ce qu'on peut dire, c'est que l'autre angle qu'on peut mettre qu'on peut prendre pour analyser ce phénomène d'open data, c'est que l'open data a été dès le début une histoire de citoyens engagés. On prend l'exemple de Claire Gallon, qui était une des cofondatrices de l'association Libertic. Claire Gallon, sur le territoire nantais, a clairement fait un pressing pour arriver en fait à ce que les données publiques puissent être ouvertes sur ce territoire. Elle a ensuite en fait l'association Libertic a d'ailleurs fait partie a été un des membres fondateurs d'Open Data France en 2013. Sur Grenoble, bien avant les élections municipales de 2014, la Turbine, donc qui est l'infolab en fait de Grenoble, était vraiment au taquet en fait pour tenser les services de la métropole pour que les données de la métropole puissent être ouvertes. On était vraiment dans une démarche de citoyens qui avaient envie que quelque chose se passe. Un exemple, en 2014, sur le petit schéma de droite, la Turbine a dû reconstruire à la main, je dirais, les contours de chaque bureau de vote pour pouvoir faire ce schéma des votes. Alors là, c'est les votes du second tour, mais entre les deux tours, ils ont souhaité pouvoir informer le public, enfin les citoyens, de l'évolution en fait de l'état des votes du premier tour pour que le citoyen puisse avoir une visibilité sur ce qui est en train de se passer. Et donc, pour construire ce schéma, enfin cette data vise, ils ont été obligés en fait de tracer à la main à partir des descriptifs de chaque bureau de vote, de tracer à la main en fait tous les bureaux de vote pour pouvoir réaliser ce schéma. À l'époque, il était impossible en fait d'avoir les données géographiques de chaque bureau de vote. Mais l'ouverture aux citoyens, elle implique aussi que quelquefois il y ait des données qui grattent. Et c'est important aussi de savoir qu'on peut avoir à s'occuper de ces données qui grattent. Deux exemples, c'est le croisement, par exemple, des antennes GSM avec les lieux d'accueil, petite enfance à Grenoble, quelque chose qui a été demandé par les citoyens et qui a été travaillé dans l'Infolab. Ce choix d'accepter les données qui grattent, il était complètement assuré par Laurence Comparat. Donc Laurence Comparat, c'était l'adjointe au maire d'Éric Piolle, qui a été élu en 2014 et qui était la première à avoir une délégation sur l'ouverture des données et qui d'ailleurs a été présidente d'Open Data France sur la dernière présidence qui s'est terminée en 2020, je crois. Globalement, l'autre, comment dire, l'autre exemple, c'est ce hackathon qui a été mené par l'Infolab Donuts à Marseille sur, sur les données de l'habitat indigne. Donc, un hackathon avec un hashtag Balance ton taudis, avec l'idée ce serait d'arriver à faire remonter en fait à la municipalité un certain nombre d'hébergements de mauvaise qualité. Mais globalement, ce qu'on peut dire, du coup, si on prend ces trois angles, l'angle juridique, l'angle citoyen et puis cet angle organisationnel, on va dire, ce qu'on peut dire, c'est que il y a trois phases en fait. Il y a eu trois phases dans le développement d'Open Data dans les collectivités.
La première phase, c'était qui avait le plus grand nombre de jeux de données. Pour quelques-uns d'ailleurs, c'était surtout un objectif de communication. Plus j'ai mis de données sur ma plateforme, ben, plus je suis le meilleur en fait. Mais il y avait vraiment pour certains, c'était vraiment comme ça que ça a été fait. C'est-à-dire, il y avait pas l'objectif, il était plus sur du volume que sur de la qualité. La deuxième phase, c'est que du coup, Open Data France est entré un peu dans la réflexion et s'est dit qu'il fallait former les collectivités à l'ouverture et puis aussi les former à construire des jeux de données sur la base de référentiels. Et du coup est né ensuite le socle commun des données locales dont on va reparler. Et puis, et puis la troisième phase, c'est la phase qu'on rencontre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question de comment la donnée, enfin on se pose plus, pardon, la question de comment la donnée peut rencontrer les usages. Et d'ailleurs, la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui était à l'origine du coup des premiers infolabs, donc qui a travaillé sur ces deux premières phases en fait d'ouverture des données, la Fondation Internet Nouvelle Génération est en ce moment en train de retravailler sur la question des usages pour essayer de voir de quelle manière on peut s'adresser à un plus grand panel possible d'utilisateurs. Et ces utilisateurs, en fait, on peut considérer qu'ils sont enfin, où ces usages, ils peuvent être pour un public qui peut être le plus large possible. Sur Grenoble, lors d'un travail qu'on a fait avec des étudiants sur l'aspect communicant en fait de notre plateforme Open Data, dans les sondages, enfin dans les travaux d'enquête qu'ils ont pu faire avec sur les différents usages possibles, on s'est rendu compte que par hasard d'ailleurs, hein, c'est vraiment ce travail d'enquête qui a abouti à ce résultat. On s'est rendu compte qu'il y avait un prof d'histoire de lycée qui s'appuyait sur les données de l'Open Data de Grenoble pour travailler sur les évolutions de la ville avec ses étudiants. À Lyon, enfin il ne travaille pas que sur Lyon d'ailleurs, mais l'association Fréquence École a construit une valise data pour accompagner les enfants très tôt. Je crois que c'est primaire, je me demande même si c'est peut-être même si c'est pas plus tôt, sur une sensibilisation à la data. On voit donc qu'il est nécessaire en fait d'être un peu à l'écoute de son territoire, mais du coup on va se poser la question de comment on fait en interne pour mettre en œuvre ce projet. Heu, un de mes leitmotivs, enfin de celui que je préfère, c'est en fait, il faut arriver à reprendre le pouvoir sur ces données. Hem, il faut passer d'une logique applicative, enfin c'est ce que j'ai vécu. Alors je ne dis pas que ça se passe comme ça dans chaque direction des systèmes d'information, hem, mais dans ce que j'ai vécu, on était vraiment dans une logique applicative. C'est-à-dire qu'on a dans une DSI, on va avoir 300 logiciels, enfin 300 applications métiers. On va avoir des chefs de projet qui vont se concentrer sur les fonctionnalités nécessaires pour répondre en fait à un besoin métier. Et la question de l'interopérabilité d'une partie de ces données entre elles, c'est-à-dire en gros, une application de gestion de bibliothèque pourrait avoir, par exemple, la même base citoyen qu'une application de gestion de cantine ou une application de gestion des enregistrements à l'école ou globalement une base unique.
qui permettrait de, de- d'avoir un meilleur management en fait de cette donnée de référence. Clairement, ça n'existe pas et c'est pas les éditeurs, enfin très, je pense qu'il y en a pas beaucoup, c'est pas les éditeurs en fait qui vont faire cet effort de se dire, ben, pour eux, c'est beaucoup plus simple en fait de mettre en place une base qui soit intégrée à leur application, point quoi. Et même à travers à l'époque où on parlait de web service, où on parlait maintenant on parle d'API, donc d'application programming interface, où on peut aller chercher les données ailleurs, un peu comme le dites-le-nous qu'une fois qui est proposé par Etalab. Et l'idée, c'est que on n'est pas dans, on est resté, et quelques-uns ils sont encore dans cette logique applicative. Et c'est un peu plus difficile, donc du coup, de passer à une gouvernance des données. Alors, la gouvernance des données, c'est comment exploiter au mieux les potentiels autour des données dans la collectivité. C'est-à-dire, quels moyens et quels chemins on peut mettre en œuvre pour atteindre notre but. Ce but, il doit être porteur de sens pour tous. Presque, on pourrait parler de raison d'être, quoi. C'est-à-dire pourquoi on est là, pour quel travail on est là. Les ressources humaines, on se rend compte que il va falloir qu'on travaille sur quelles compétences on a besoin et comment on s'organise pour que la donnée devienne le sujet quotidien et partagé par l'agent qui alimente cette donnée à la base, qui va rentrer des données dans un logiciel, quel qu'il soit, un logiciel métier, quel qu'il soit. Parce qu'en fait, c'est le premier producteur de données et c'est presque sur lui que repose, s'il n'y a pas des contrôles suffisants par la suite, c'est sur lui que repose la qualité des données qui vont être entrées dans ce logiciel métier. Donc que ça aille de l'agent qui alimente cette donnée au chef de projet informatique qui jusqu'à présent peut-être avait d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la donnée. Donc on passe par une phase de sensibilisation, d'acculturation, de valorisation de chaque poste, quelle que soit sa position hiérarchique, mais aussi on se pose des questions sur l'arrivée de nouveaux métiers, c'est-à-dire pour les grandes communes, enfin pour les grandes collectivités, un administrateur de données par exemple. On parle de data steward, des gens qui vont nettoyer la donnée, qui vont travailler sur la donnée. Donc il y a un certain nombre de nouveaux métiers qui existent et pour lesquels on se rend compte qu'il y a une pression au niveau enfin, il y a des demandes en fait pour que ces nouveaux métiers soient de plus en plus intégrés dans les directions des systèmes d'information. Sur le management de projet, c'est en fait quel changement je mets en œuvre pour développer une approche collaborative. Une approche agile, centrée sur les usages. L'idée est de faire percevoir en fait une valeur d'exploitation par les métiers ou les usagers. L'idée, c'est vraiment de fournir une plus-value quelque part. Et quelquefois, la plus-value, elle est quelquefois même plus riche du côté des agents qui interviennent sur le métier que du côté du service public. Et puis, sur l'aspect technique, c'est se garantir un socle d'infrastructure qui soit pertinent. Dans la mise en œuvre de tout ça, on va préférer en fait une progression agile, c'est-à-dire quelque chose qui s'adapte. Ne pas vouloir à tout prix monter un projet sur lequel on va mettre 6 mois ou un an pour monter un projet très cadré. On va plutôt être dans une urbanisation en fait de ces données au fil de l'eau, en s'appuyant au maximum sur des référentiels existants, donc ça on va en parler. Et puis pour les petites communes, parce que du coup là je parle de moyens,
pour les petites communes, voir quelles sont les pistes de mutualisation. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a une communauté de communes, un syndicat mixte sur les outils numériques, une métropole, un département, une région qui est capable en fait de vous offrir en fait un, un support pour faire ce travail d'ouverture des données que vous auriez envie de faire. L'autre l'autre axe de travail en interne, c'est se mettre en réseau. Vincent, juste je Oui, t'alerte sur le fait qu'il est 17 heures, donc on a la oui, moitié du webinaire. Voilà, c'était ok, juste petite alerte. merci, mais c'est bon, d'accord. Euh, Se mettre en réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très clairement, heu, sur la métropole de Grenoble, on s'est accroché très vite à Open Data France. Hem Et il faut vous dire que lors de la première session d'Open Data Local, il y a une documentation, je crois, il me semble qu'elle faisait plus de 500 pages, qui a été réalisée en fait sur l'ensemble des étapes à mettre en œuvre, y compris les étapes d'animation, y compris les étapes d'accompagnement, y compris les étapes juridiques, pour arriver à, à mener à bien un projet Open Data. Euh, et donc, pour moi, cette montée en compétences, elle a été vraiment très très importante et Open Data France y a été pour beaucoup. Donc je vous ai mis le lien vers la page, de référence d'Open Data Local. Donc c'est peut-être Jean-Marie pourra en parler tout à l'heure, c'est des des programmes, on en est à la phase 3 d'Open Data Local, mais c'est des programmes qui sont mis en place par Open Data France pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de l'ouverture de leurs données. Ensuite, pardon, il y a la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, qui a été le précurseur des infolabs. Et ils ont laissé à enfin à la disposition, en Creative Commons, un certain nombre de ressources qui sont vraiment très intéressantes, comme, des outils pour gérer la qualité des données, comme des outils pour animer vos réunions avec, les citoyens et cetera et cetera. Il y a un autre acteur qui est relativement important en fait, enfin qui est important en fait dans la sphère de l'open data, c'est Datactivist. Datactivist qui est basé sur Aix-en-Provence, qui met l'ensemble des ressources sur lesquelles il travaille. Moi, j'ai rencontré Datactivist lors d'un hackathon qu'ils ont mené sur le hackathon de l'Ardèche, qu'ils ont mené, je crois que c'était en 2018, il me semble. Hem Et clairement, ils ont des méthodes de mise en œuvre d'animation qui sont vraiment très intéressantes et donc ils mettent l'ensemble des ressources à disposition et notamment dans Open Data Canvas, qui est le site qui répertorie en fait, l'ensemble des démarches à faire pour être dans une dynamique d'ouverture des données. Et puis, il y a aussi, du coup, un site sur lequel vous pouvez échanger et poser un certain nombre de problématiques que vous pouvez rencontrer, essayer de trouver des solutions. Et ce site, c'est teamopendata.org qui est un des sites en fait, enfin qui est le site en fait, sur lequel vous pouvez trouver de la ressource et du coup avoir quelqu'un en direct ou presque pour vous donner des pistes pour résoudre vos problématiques. Alors, euh, ensuite, ben, on peut se poser la question de quelles données on veut ouvrir. Donc là, on peut s'appuyer sur des référentiels. Donc, il y a le socle commun des données locales. Il a été construit collectivement avec des collectivités intéressées par le sujet et donc à l'initiative d'Open Data France. C'est un travail en commun. Il est mené actuellement
sur les schémas recensés par data.gouv, c'est un travail en commun qui est mené actuellement entre Open Data France et Etalab pour tenir à jour en fait l'ensemble des schémas qui sont recensés. Donc là, vous avez aussi le lien vers les différents schémas. Je vous engage, si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est un sujet qu'on va aborder beaucoup plus dans le détail lors de la réunion du webinaire du 7 décembre, donc c'est mardi prochain, sur la qualité des données et l'interopérabilité. Alors, après, il y a un certain nombre d'obligations. Donc, depuis 2015, il y a les données essentielles de la commande publique qui est nécessaire d'ouvrir. Et il y a les données de transport euh, que, que- qu'on ouvre. Alors, effectivement, les données de transport, ça concerne plus euh, les organismes de transport qui sur les gros territoires. Et c'est à eux de le faire, mais ça concerne du coup le territoire. Et c'est important de savoir que il y a un site qui s'appelle transport.data.gouv et qui permet en fait qui recense en fait l'ensemble des données de transport du territoire français. C'est une directive, enfin je ne sais pas si c'est une directive européenne, juridiquement je ne sais plus trop ce que c'est, mais en tout cas c'est la création de ce site correspond à une demande de l'Europe de dire que chaque pays doit avoir un lieu où il recense en fait l'ensemble de ses activités de transport. Vincent, Oui, il te reste 10 minutes pour pouvoir finir ta présentation, de telle manière à ce qu'on garde le petit quart d'heure de la fin pour les échanges. ça marche. Euh, donc, ensuite, c'est bien beau du coup d'ouvrir ces données à l'externe, mais peut-être qu'il est aussi temps de casser cette culture du secret et ce cloisonnement qui existe dans bon nombre de nos organisations. Donc, l'idée de réfléchir avec les services métiers sur une démarche d'open data interne, c'est qu'est-ce que j'ai comme données dans mon service et qu'est-ce que je peux proposer aux autres services. Ça peut être intéressant aussi comme première démarche en fait d'ouverture de données, en se disant que déjà, si on peut se partager la donnée entre nous, ça peut être intéressant de faire cette première étape. Ensuite, on peut faire participer les citoyens, étudiants, les élèves, les journalistes. Et puis, on peut aussi faire un proof of concept, donc ce qu'on appelle un POC, avec un service pilote, un service qui est prêt à tenter une expérience de partage de données. Et pour ça, il existe des solutions. Alors, peut se faire sa solution sur son territoire avec les partenaires qu'on peut trouver sur sa territoire. Mais je voulais juste citer en fait euh, la proposition de Data Activist qui s'appelle le Challenge Data. En gros, Data Activist travaille avec Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, des étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et il accompagne des collectivités sur l'ouverture de leurs données dans le cadre de ce challenge Open Data. Donc ça se fait depuis 3 ans maintenant. Alors il y a une petite rémunération qui est demandée en fait par Data Activist sur le travail qu'ils mènent sur l'animation de ce challenge. Et lors du dernier challenge, celui de l'an dernier, il y a Anne-Cécile, donc je la remercie, qui a réalisé et qui a partagé cette remarquable facilitation graphique sur le thème de l'ouverture des données et que je ne pouvais pas ne pas vous montrer. Donc l'idée, c'est que vous arrivez avec une proposition de traitement, un ou plusieurs jeux de données, et les étudiants sont encadrés pour travailler pour vous et vous faire des propositions. Donc il y a 5 phases. Euh, 5 phases qu'on va détailler rapidement. Il y a une première phase de diagnostic, c'est-à-dire est-ce que ma collectivité a la maturité pour ouvrir cette donnée, c'est-à-dire on recueille ses besoins. On va aller chercher dans son catalogue de données s'il y a des éléments importants qu'on peut recueillir ou diagnostiquer. Et puis, on va rédiger ce qu'on appelle une wish list de jeux de données. On va se rendre compte, par exemple, un exemple sur cette wish list, c'est que on a, je ne sais pas si du coup bon, de toute façon vous aurez le support. L'idée c'est que on a réparti, là, ils ont réparti du coup
les différentes thématiques, enfance, jeunesse, éclairage, naissance, défibrillateur, etc. Et puis, ils ont essayé de voir si la donnée, elle était trouvable ou introuvable, si elle était à nettoyer, si elle était à compiler, si elle était à compléter, si elle était à standardiser. Et du coup, on arrive à une évaluation, donc vert, orange, rouge ou noir, carrément, on oublie. Et de se dire, ben, en fait, tout compte fait, ce qu'il faut, c'est arriver à travailler sur les jeux de données prioritaires que l'on va trouver là. La deuxième phase, c'est une phase d'identification. Une fois qu'on a décidé sur quel jeu de données on veut travailler, ben, il y a ce travail de rechercher les données, de se dire qu'il y a un organigramme des données de la collectivité, ben, on va le compléter sur, ben, il me manque peut-être qu'il me manque telle donnée pour faire le lien avec telle autre, peut-être que des métadonnées sont nécessaires et qu'il va falloir les rajouter. Et puis, cette évaluation des jeux de données qui permet de se dire ben, qu'est-ce que je peux en faire? Enfin, j'ai ces données, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et, et en fait, on va s'engager sur une wanted data list. Alors, à d'autres endroits, là, c'est par exemple, là, c'est la wanted data list de Grenoble. C'est une autre façon de travailler sur la wanted data list, c'était de le faire avec les citoyens. C'est-à-dire que c'était un engagement de Laurence Compara de dire je veux que l'open data de Grenoble soit citoyen. Donc, le travail qui a été fait, c'est de dire, avec la turbine, donc qui était notre Infolab accompagnateur à ce moment-là, c'est de dire on va construire en fait cette wanted data list, c'est-à-dire ce que les citoyens ont envie de voir ouvrir. Et au fur et à mesure, je crois qu'on était à plus de 250 lignes de données dans la wanted data list. Je crois qu'actuellement, on est à 170 jeux de données sur la plateforme de Grenoble. Donc, en fait, petit à petit, on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, c'est la règle de base de l'agilité. On a fait petit à petit pour arriver à construire, enfin, à, à répondre aux demandes des citoyens. Alors, une des difficultés, c'est qu'au départ, dans la mise en œuvre de l'open data, on se disait qu'on ne préjugeait pas de l'utilisation, on ne devait pas préjuger de l'utilisation qui était faite des données qu'on allait ouvrir. Et du coup, il y avait quelque sorte un espèce de refus implicite des personnes qui étaient en charge des plateformes pour, pour ne pas vouloir suivre en fait ce qui se passait à partir des données qu'ils mettaient en ligne. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, une des problématiques, c'était que ben, il y avait des données qui étaient réutilisées. Et que donc on maîtrisait rien. Donc, ce qu'a proposé la Fondation Internet Nouvelle Génération à un moment donné, c'est de se dire, ce serait bien de mettre une alerte. C'est-à-dire que quand la personne, en fait, ce qu'on voulait pas, c'est mettre un code d'accès en fait à la donnée. C'était de la donnée ouverte, donc on voulait pas mettre de code d'accès à la donnée. Enfin, on voulait pas mettre une obligation de mettre une adresse email, sinon c'était de la donnée ouverte, mais pas tout à fait, puisqu'on demandait une adresse email. Donc en fait, l'idée c'était de mettre, de se dire qu'on pouvait mettre sur les applications qui permettent d'accéder à la donnée, de pouvoir mettre un pop-up qui permettait de dire, bah, si vous allez télécharger cette donnée, si vous avez envie de partager en fait l'usage qui en est fait, n'hésitez pas à nous faire un retour et du coup, il y avait un lien vers, enfin vers à qui, faire le retour. Et si la personne n'avait pas envie de le faire, elle pouvait très bien cocher qu'elle n'avait pas envie de le faire. Donc, c'est une des pistes qui permet de se dire que ça que du coup on s'assure du lien qu'il pouvait y avoir avec le citoyen et du coup de la conformité de ce que la donnée pouvait, enfin de ce que le citoyen pouvait attendre de la donnée, parce que c'est ça la question, hein. On est bien d'accord? À Grenoble, quand tu as travaillé avec les citoyens,
Est-ce que tu as travaillé en direct ou est-ce que, tu as travaillé en fait avec un intermédiaire qui vous a aidé d'un point de vue méthodologique? Pour être clair, sur la plateforme de Grenoble, en fait, on a eu un budget au départ pour l'aspect technique de la mise en œuvre de la plateforme et pour l'aspect, animation. En même temps, en fait, il y avait la création de l'Infolab qui a été accompagné. C'était un des pre je ne sais pas si c'était le premier, mais en tout cas, c'était un des premiers Infolab créés par la FIN. Parce qu'il y avait un fort travail en coordination avec la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et après, en fait, le seul budget qu'on a eu, enfin le budget technique, il a été englobé dans un budget technique global de la direction des systèmes d'information. Mais le seul budget qu'on avait, c'était ce budget d'animation où on avait en gros une vingtaine de jours, je crois, d'animation qui étaient prévus chaque année pour nous accompagner en fait dans la création de la newsletter et dans les réunions régulières qui étaient mises en place avec les citoyens et qui pouvaient être soit thématiques, qui pouvaient être soit des réunions comme celle où on a décidé de la Wanted Data List, par exemple. Ensuite, du coup, il y a ce travail de mise en qualité. Donc c'est pareil, tout ce qui tourne autour du nettoyage, de la compilation, de la complétion, de la standardisation et de la validation. Donc là, pareil, donc ce sera des éléments qui seront vus. On va vous montrer deux, trois avec Thierry Martin, donc d'Open Data France, qui était à l'initiative du projet D-Line, qui est un projet qui permet de rentrer de la donnée standardisée euh, enfin de rentrer des données des jeux de données standardisés à la source, c'est-à-dire c'est le producteur de la donnée qui rentre directement cette donnée dans un format qui est contrôlé comme standardisé. Donc ça aura lieu le mardi, donc 7 décembre, donc sur le webinaire qualité et interopérabilité. Et ensuite, il y a l'aspect de publication, c'est-à-dire que dans la publication, on dit il est nécessaire qu'il y ait des métadonnées qui soient renseignées, donc il y a un certain nombre de travail à faire sur les métadonnées, donc les données sur les données, qu'il est nécessaire de faire. Donc, ils vont composer notamment, il y aura la publication des données, mais il y aura aussi la fiche descriptive qui sera mise en place sur le portail Open Data. Et puis, il y a tout le travail autour de la préparation de la communication de la commune autour de l'ouverture des données, c'est-à-dire faire à ce moment-là un travail de communication qui permet d'engager petit à petit plus de citoyens, soit à travers des réseaux sociaux, soit à travers des réunions d'information ou de communication ou de travail en commun, parce que clairement, les accompagnements qui étaient proposés par la turbine, en fait, ne sont que, enfin, sont des ateliers d'animation et où d'ailleurs le personnel. Donc, quand vous dites, est-ce qu'on fait appel à des prestataires pour faire ce travail-là? On fait appel à ces prestataires, mais autant avec Open Data France, dans le cadre de Open Data Local, il y a une montée en compétences phénoménale par le biais de toutes les réunions qui étaient faites, autant au niveau des agents, donc des agents de la collectivité qui participaient au même titre que les citoyens, enfin, notamment dans l'organisation de ces, de ces réunions de travail, il y a eu aussi cette montée en compétences sur les techniques d'animation, clairement, je trouve que de passer par un prestataire, ça, pour moi, c'est pas déléguer complètement ce qu'on est en train de faire. Pour moi, c'est réellement se dire que le travail qu'on fait avec le prestataire, il est aussi là pour nous faire monter en compétences et puis peut-être se permettre de pouvoir utiliser ces compétences dans
d'autres volets comme les volets d'open data interne, par exemple, parce qu'on se sent plus à l'aise dans l'utilisation qu'on fait de ces techniques d'animation ou de ces techniques de mise en œuvre, enfin, de travail sur les données. Ou même sur des aspects purement techniques comme la transformation des données ou la connexion avec les données de OpenStreetMap, etc., etc. Il y a plein, il y a, enfin, pour moi, il y a réellement, le passage par un prestataire, il pose réellement la question de la montée en compétence des agents qui pour moi est vraiment importante. Et la dernière partie, c'est comment je valorise ces données, c'est-à-dire est-ce que je fais des data visualisations avec des données publiées? Est-ce que je contextualise des data visualisations qui sont réalisées? Est-ce que je publie ces data vis? Nous, le choix qu'on avait fait sur Grenoble, c'est de dire clairement, le site Open Data n'est pas un site de data visualisation. Le site Open Data, enfin la plateforme Open Data, était une plateforme qui permettait de mettre à disposition les données. Donc, on a la plateforme Open Data qui est une plateforme SECAN qui est la base en fait, enfin SECAN, c'est un outil open source qui au départ, enfin le choix qui avait été fait au départ, c'est parce qu'on avait choisi la plateforme qui avait été choisie par data.gouv à l'époque. Maintenant, ça c'est, ils ont intégré une autre plateforme. Donc le choix qu'on a choisi, enfin le choix qu'on avait fait, c'était de prendre SECAN. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une couche de publication au-dessus de SECAN sur la base, je crois, de WordPress. Et donc c'est sur ce site qu'on assurait, enfin sur ce site WordPress qu'on assurait l'aspect communication du projet, c'est-à-dire que les data vis ou les réutilisations, parce que du coup, il y a un certain nombre de réutilisateurs qui nous informaient qu'ils avaient fait des réutilisations. Donc, l'ensemble des réutilisations, on les a mis en fait sur cette couche communication de la plateforme. Donc, si je résume un peu ton propos, Vincent, en attendant peut-être les questions se fassent jour, finalement, les quatre grands principes qui permettront de réussir une politique d'ouverture des données, c'est qu'il y ait vraiment une volonté politique de l'acteur public de rentrer dans cette démarche d'ouverture des données pour une question de transparence, même si des fois, comme tu le disais, ça peut gratter un peu, Mmh. et que cette volonté de l'acteur public puisse rencontrer aussi son territoire, soit en termes de citoyens, soit en termes de réutilisateurs qui ne seraient pas que des citoyens. Cette Mmh. rencontre permettant justement peut-être de définir des cibles pertinentes d'ouverture. Et puis, une fois qu'on a réussi à trouver ces cibles pertinentes d'ouverture, on a un énorme travail de montée en qualité. Donc, ça n'était qu'une slide sur l'ensemble du schéma, mais on le sait, c'est 80% du travail. Donc, c'est vraiment en fait un gros effort à fournir. Et puis quand enfin on a réussi à gravir la montagne et qu'on va publier ces données, eh bien non, ce n'est pas fini. Encore, il faut en parler. Parce que si on les a Ouais. publiées mais qu'on n'en a pas parlé, eh ben, ça ne se sait pas. Mmh. Et finalement, ce que je retiens quand même de ton propos, c'est que toutes ces étapes-là, qui sont des étapes majeures, ben, finalement, c'est un chemin d'apprentissage pour tout le monde aussi. Ah oui, clairement. Je pense que effectivement, ce que tu dis est juste, c'est il faut réellement une volonté politique forte pour que ça marche. Et clairement, nous, c'est cette volonté politique, bon, en gros, avoir une élue en charge de l'open data. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en amont des élections, enfin, ça avait aucun lien avec les élections, mais je ne sais plus en quelle année j'ai fait ma première réunion à Paris où j'ai rencontré, enfin, je ne sais plus si c'était à Paris ou à Montpellier d'ailleurs, où j'ai rencontré Jean-Marie Bourgogne et Claire Gallon. Euh, et clairement, on a eu ce travail donc avant, je pense que c'était autour de 2011-2010, je dirais, 2011-2012. On s'est dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de la data. Donc là, on était entre techniciens, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de la data, il faut qu'on s'y intéresse. Avec mon collègue Frédéric Petit, qui était chargé des données de mobilité,
on s'est dit, ce serait bien qu'on monte un petit serveur, qui puisse nous servir de test. Et du coup, c'est là qu'on a choisi ces cannes, c'est là qu'on a monté ce serveur et qu'on a testé deux trois choses pour voir si on était capable, de mettre en ligne des données. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, il y a eu l'élection de la nouvelle équipe municipale avec cette volonté forte d'ouverture des données puisque c'était une délégation d'une des adjointes du maire. Et ça a clairement boosté le projet. C'est-à-dire qu'en gros, je crois qu'ils ont été élus je ne sais plus, c'était mars ou mai 2014. Début 2015, on avait mis en ligne la plateforme Open Data. Donc, je crois aussi, alors là peut-être Jean-Marie peut en témoigner, mais entre les élections de 2000, faut pas que je me les dates, mais entre 2014 et les dernières, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'adjoints avec une délégation liée soit au numérique, soit à l'ouverture des données. Et du coup, ça c'est plutôt de bon augure, c'est-à-dire que se dire que cette problématique donnée, bon, peut-être qu'il n'y a pas 100% de délégations dans chaque, enfin 100% de communes qui ont ces délégations, mais en tout cas, on se rend compte que les choses évoluent et que notamment, il y a une forte implication en fait, des élus, notamment dans la gestion de Open Data France. Vincent, tu disais avec 800 collectivités, on est loin de l'objectif d'en avoir 4800, et donc c'est une onde, peut-être, mais en même temps, c'est sans doute le pays au monde où il y a le plus de collectivités qui font de l'open data. Mmh. Et donc ça, c'est un succès collectif, hein, bien sûr, et il ne faut pas le dénigrer, il faut aller sûrement plus vite et plus loin, mais on peut quand même être fier du travail qui a été fait dans les collectivités à tous les niveaux administratifs. Voilà. Et second point, c'est que tu dis très justement, c'est un enjeu politique, et quand on discute avec les collectivités, au fond, la publication d'un jeu de données sur un portail, ce n'est pas quelque chose qui excite beaucoup un élu, mais dès lors que cette donnée-là se traduit par une application, par un service, par un tableau de bord, par un système de consultation, de concertation, comme on l'a très bien vu par exemple sur le Covid, les gens ils ne vont pas chercher les fichiers du Covid, ils regardent les tableaux de bord, il y aura de Mmh. suivi. Eh bien c'est ça parle aux politiques, et c'est pour ça qu'on lance un très grand programme en 2022 pour que justement les collectivités aient plus de moyens pour mieux valoriser ces données-là à travers des indications, des tableaux de bord, des tas de visualisation. Et c'est la meilleure façon de répondre à la fois à la culturation des citoyens et à la demande des politiques.